on a vu le film, on a vu les faits, et malgré cela, Jonathan n'a pas été libéré. Alors pourquoi? Si c'est tellement simple, si c'est tellement clair, si c'est tellement clair que Jonathan aurait dû être libéré, que tous les personnages que nous avons vus ici, nous allons compter qu'est-ce qu'ils nous ont raconté. Si les faits ils sont connus à tout le monde, et malgré cela, après plus de 28 ans, 29 ans maintenant, il est encore là-bas et on ne sait pas encore c'est la fin. Il faudrait essayer de comprendre un peu, je vais donner un point de vue, ça ne veut pas dire que j'ai raison. Et je n'ai aucun monopole sur la vérité ici. Je vais essayer d'expliquer une autre point de vue pour laquelle raison Jonathan il est en prison et pour laquelle raison il ne s'y libère pas. Et de nouveau, peut-être, il est possible que j'ai tort, mais en tout cas, ça c'est le point de vue de laquelle je pense. C'est le point de vue que je voudrais essayer de développer. Ok, d'abord, je voudrais donner un petit aperçu sur l'idée de Pidyon Shvuyim. Selon une conception, peut-être de nouveau j'ai tort. Mais je voudrais expliquer la façon de Pidyon Shvuyim. Qu'est-ce que c'est Pidyon Shvuyim? D'une manière que vous n'avez pas entendu jusqu'à présent. En 1840, il y avait une histoire qui s'appelait l'affaire Damasque. À la suite de l'affaire Damasque, on a arrêté quelques juifs au Damasque, dans le cas qu'ils avaient tué un moine. À la suite de cela, il y a eu deux réactions à cet emprisonnement des juifs, des jeunes juifs, à la suite qu'ils ont emprisonnés. C'était un cas de Pidyon Shvuyim. Un, c'était l'attitude du Rav Al-Kelai, et l'autre, c'était l'attitude de Moshe S. Quelqu'un, c'était un rabbin, un mekoubal, un kabbaliste, un autre, c'était un assimilé total. Deux réactions à qu'est-ce qui s'est passé ici. Je pense que ça peut nous envoyer un peu qu'est-ce que ça veut dire le mot Pidyon Shvuyim d'abord. Rav Al-Kelai, il est venu avec une façon kabbaliste en disant qu'est-ce qui se passait à Damasque si on était le grand chauffard. Autrement dit, le chauffard messianique. Il dit en deux mots que qu'est-ce qui s'est passé à Damasque? C'est le chauffard qui doit réveiller le peuple d'Israël pour le ramener à leur terre. Et ils ont exactement 100 ans pour le faire. Et s'ils ne le font pas en 100 ans, oh Dieu nous amène un roi qui est pire qu'Aman. Rav Al-Kelai écrit ça, personne ne prend cette attitude au sérieux. Mais qu'est-ce qu'il dit en deux mots? Que la période messianique commence en 1840 et c'est la période qu'il appelle le Mashiach Ben Yosef. Ok, mais lui, comment il est arrivé à ça? Si moi j'avais vécu dans son époque, j'aurais dit qu'il a tort. D'où il sait? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui ne va pas se passer? D'où il a quelles connaissances? J'en ai aucune idée. Et il dit qu'est-ce qui s'est passé à Damas? C'est pour réveiller tout le peuple d'Israël de revenir sur leur terre. Vient un autre juif, complètement de l'autre côté, un assimilé total, communiste, ami à Karl Marx. Il écrit un livre en 1860, Rome et Jérusalem. Et au début de son livre, il dit « Je reviens. Je reviens à mon peuple, je reviens à ma terre, je reviens aux fêtes, je reviens à tout. » Qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, je n'ai pas mis le pied dans un synagogue. 20 ans, je me suis assimilé là totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis rappelé de qu'est-ce qui s'est passé à Damas il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à Damas il y a 20 ans? Il y a 20 ans, on a pris des juifs, on les a accusés d'avoir tué une moine, on les a torturés, et moi j'ai étouffé les émotions que j'avais au sein de moi pour ces juifs-là, parce que je ne voulais pas dire que je suis juif et ce sont mes frères. Et maintenant je regrette tout. Et je dis plus que ça. Je dis que maintenant les juifs, ils pensent aimer l'Allemagne. Et ils pensent en aimant l'Allemagne, ils aiment la même chose que l'Allemand il aime. L'Allemand il aime l'Allemagne, le juif il aime l'Allemagne, c'est la même chose. Mais c'est faux. Le juif il aime l'Allemagne, mais l'Allemand il n'aime pas l'Allemagne, il aime la race. Et actuellement se lève une puissance extraordinaire qui va massacrer tout le peuple, qui ne va pas monter à temps à Israël. Et tout ça, c'est la puissance de la miséricorde de Rachel. Et il dit tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit de Rav Al-Kelai? Le mot, l'année 1840, Vatamat Rachel, l'année de Rachel. Autrement dit, l'idée de Pidyon Shvuyim, c'est pas simplement de sauver quelqu'un de la prison, c'est de lui donner une clairvoyance de comprendre la situation selon le niveau de la miséricorde. Autrement dit, la Rachamim, le miséricorde, le but de Pidyon Shvuyim, c'est de réveiller le miséricorde.
de réveiller le Rachamim. Comme ça, on voit clairement qu'est-ce qui se passe au sein du peuple. Moshe S, un assimilé total, il arrive à la même conclusion que le Rav Alkelai. Mais il n'a pas de données dans la Kabbalah, il n'a pas de données dans le judaïsme, il n'a rien. Tout ce qu'il sait, c'est l'histoire de Rachel. Le Rav Alkelai, je ne sais pas comment il est arrivé à ça. Mais qu'est-ce que j'essaye d'expliquer? Que quand on se lève de ça, alors le Rav Alkelai continue, il dit qu'il faut créer un congrès. Et donc cette Asefa, qu'il appelle Yaakov, il dit au fin de ses jours, Asefa, Vagid alachem ma'yev achrit hayamim. Ça c'est la Géoula. C'est quoi la Géoula? Que vous allez nous rassembler. Il faut nous rassembler et il faut élire quelqu'un qui va être à la tête de la Sefa. Il doit nous ramener en Israël avant que ça se passe ce malheur-là. Qu'est-ce qui se passe? Que là, il a un élève qui s'appelle Shimon Lev. Le Shimon Lev, il a un fils. Le fils de Shimon Lev, il veut devenir allemand. Qu'est-ce qu'il fait pour devenir allemand? Il va traduire son nom en allemand. Parce que Lev, c'est un nom un peu difficile pour s'assimiler. Je ne peux pas m'assimiler avec un nom comme Lev, n'est-ce pas? C'est un nom trop juif. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'assimile. Quel est le nom quand j'assimile le nom Lev? De qu'est-ce que ça devient? Herzl. Herzl. Le fils de Herzl, ça veut dire le petit-fils de Shimon Lev, c'est qui? Oui, c'est Benjamin Zev Herzl, qui est allé voir un autre juif en train de se faire emprisonner, l'affaire Dreyfus, et il se lève. Autrement dit, l'idée de Pidyon Shvuyim, c'est de nous donner la puissance de miséricorde pour sauver un peuple. Ce n'est pas simplement pour sauver une personne. L'idée, c'est que Herzl, qui n'était pas quelqu'un qui était kabbaliste, ce n'est pas quelqu'un qui avait les connaissances de la Valkela, rien du tout. Mais il ressent la humiliation des Dreyfus et il se ressent humilié. Alors il y a une puissance qui rentre dans son âme, la puissance de la miséricorde, et c'est cette puissance qui le permet d'écrire l'État juif. Je vais dire quelque chose qui ne va pas être très populaire ici. Mais moi, si j'aurais pu, j'aurais rêvé que l'idée de Ouganda d'Herzl aurait été l'idée qui aurait été l'idée primordiale chez les dirigeants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que qu'est-ce que c'était Ouganda? Il est allé voir Kishinev, il a vu qu'est-ce qui s'est passé. Il faut une abri de nuit immédiat. Pendant que les civiliens sont allés, on aurait pu trouver plusieurs abris immédiats pour nos peuples, dans les îles, n'importe où. On ne l'a pas fait. Parce qu'on n'avait pas l'émotion d'Herzl. Herzl, d'où il a reçu cette émotion? Parce qu'il a traduit l'idée de Pidyon Shvuyim de Dreyfus. D'où il a eu sa Moshe S? Parce qu'il a traduit qu'est-ce que ça doit réveiller le Pidyon Shvuyim au sein de nous. Pas simplement de sauver une personne, mais d'avoir l'idée correcte pour le peuple total. Et maintenant on peut comprendre pourquoi Jonathan Pollard il est en prison. Quelle est la véritable raison qu'il est en prison? Quand Yosef, il voit son frère, et son frère lui dit, mais comment je vais revenir chez mon père, et le petit n'est pas avec nous? Ça veut dire, Yosef lui dit, allons le shalom là, Michel, allez-y, à ton frère, le petit là, Binyamin, il reste là, mais quel est le problème? Vous allez en shalom. Comment je vais retourner chez mon père, et le petit n'est pas avec nous? Et son âme, il est lié à son âme. Et je suis responsable pour le petit. Je ne peux pas retourner. On n'a jamais entendu un Premier ministre qui dit au président, moi je ne peux pas retourner en Israël sans le petit. C'est incroyable, c'est impossible. Ça veut dire la raison pour laquelle Jonathan Pollard est en prison, si vous n'avez pas encore compris, c'est parce qu'on ne sait pas supplier. On ne sait pas demander du fond de notre âme. On ne sait pas pleurer. On ne sait pas les traîner. Simplement tout ce qu'on sait faire, c'est injuste, c'est pas bien, c'est injuste. Il fait 5 ans, 26 ans, 20... Ça ne va pas les libérer comme ça. Tu peux dire que c'est injuste jusqu'à demain matin. Avec ça, il ne va pas se libérer avec la justice. C'est seulement avec la puissance des larmes. C'est seulement avec la puissance de la miséricorde qui est véritablement réveillée qui va se libérer. Il n'y a aucune chance qu'il se libère avec la justice. Mais aucun. À mon avis. Tout le monde, peut-être j'ai tort. Jonathan, il va être arrêté et un rabbin va lui dire, mais dis-moi Jonathan, pourquoi tu nous as fait ça? Tu n'as pas honte? Tu nous as rendu honte tous. Le rabbin américain lui dit.
Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je tourne mon dos sur Israël, comme on l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale? Quand tout le monde savait la vérité, je répète, tout le monde savait la vérité, dès 1942, tout le monde savait la vérité. On a regardé de l'autre côté, c'est tout. C'est très simple. On a regardé de l'autre côté. Vous savez, quand vous rentrez à Auschwitz, à Yad Vashem aujourd'hui, vous ne voyez pas la photo de Witold Pilecki. Vous avez entendu parler de Witold Pilecki, quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a entendu parler ici de quelqu'un qui s'appelle Witold Pilecki? Personne. Il y a des personnes qui sont sages. Il y a des personnes qui sont des profs, des rabbins. Personne n'a entendu parler de Witold Pilecki. Si je vous dis que Witold Pilecki, c'est peut-être le plus grand héros du Deuxième, Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que vous direz? Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Le plus grand héros de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a personne qui compare à lui. Et si je raconte une histoire pareille, que cet homme-là, il a entendu parler, c'est un Polonais, Witold Pilecki, que des amis à lui en 1941, où ils ont été arrêtés et ils ont été amenés à Auschwitz. Et lui, il a des copains à lui qui ont été amenés à Auschwitz. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est Auschwitz. C'est 41, il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense à ses amis qui sont maintenant prisonniers à Auschwitz, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son commandant dans l'armée polonaise libre et il dit, moi, je vais me porter volontaire pour me faire arrêter exprès, pour me faire envoyer à Auschwitz afin de vous donner les renseignements au monde, qu'est-ce qui se passe à Auschwitz. Il fait cela. Il se fait arrêter, il se fait envoyer à Auschwitz. Pendant 2 ans et demi à Auschwitz, il va avoir un radio où il va transmettre au monde exactement qu'est-ce qui se passe à Auschwitz le jour que le premier train des Juifs arrive. Il va voir que le monde s'en fout. Il va demander au monde, attaque, moi j'organise un révolte de dedans. Il organise un groupe clandestin au sein d'Auschwitz qui donne de la nourriture, qui aide les personnes. Et quand il voit que le monde s'en fout, il prend 3 des personnes de son groupe clandestin, il les fait habiller dans des habits nazis, il kidnappe la voiture du commandant d'SS, du commandant d'Auschwitz, il les fait sauver d'Auschwitz avec tous les données sur Auschwitz. En décembre 1942, un DOR, il est arrivé au l'ONU. Qu'est-ce qui se passe exactement à Auschwitz selon le DOR de Witold Pilecki? Après lui-même, il s'est évadé d'Auschwitz. Il a essayé de convaincre de nouveau le monde. Et tout le monde, je parle des dirigeants juifs, et jusque le monde entier, on s'en fout. C'est normal que personne ne connaisse son nom du monde. Non, c'est normal. Quand vous avez raconté l'histoire, je le connais. Je ne me souviens pas du nom, mais je le connais. C'est normal que ce nom-là, 99% des profs d'histoire ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a compris le valeur de Gideon Shvouim. C'est quelqu'un qui est allé sauver ce Polonais. Et puis il voulait sauver tout le monde. C'est un non-juif, mais il connaît le valeur de Gideon Shvouim beaucoup mieux que nous. Lui-même, il a été tué après la guerre par les Russes. Par les Russes comme espion. Par les Russes, mais personne ne connaît. Toute l'histoire s'en fout de lui. Comme si c'était pas important, comme si ça n'a jamais existé. Et pourquoi? Parce qu'on traduit l'histoire par des faits, au lieu par les émotions. Quand tu suis d'étudier l'histoire par les faits, tu comprends rien. Je répète, rien. Seulement quand tu comprends l'histoire par les émotions, par le cœur, tu commences à comprendre. Et seulement commence. Jonathan Pollard, il est en prison pour une raison et une raison seule. Le peuple d'Israël et ses dirigeants n'ont pas servi, ils ne savent pas pleurer, ils ne savent pas supplier. Tu sais que quand le Sgan, on dit ça, le vice-président des États-Unis, il a vu Hillel Cook sur Capitol Hill en 1943, il dit c'était mon peuple qui allait 15 000 juifs à la mort tous les jours, j'amènerai tout le peuple ici au White House, je ne bougerai pas ici pendant des semaines jusqu'en l'hiver. Ça c'est ce que moi j'aurais fait si c'était mon peuple. Et là, il a compris qu'il fallait au moins mettre 400 rabbins pour faire une petite chose, quelque chose. Mais nous, on connaît les faits, on connaît c'est injuste, et on pense qu'on a révélé la grande chose si on sait. Hier, j'ai lu dans le journal que le président de l'État d'Israël va voyager en fin juin
pour recevoir les médailles des États-Unis et pour dire au revoir à M. Obama quand il termine sa terme d'être président. Moi je tiens que si on veut libérer Jonathan Pollard, on doit organiser une grève de faim de 10 000 personnes pendant une semaine minimum devant le consulat américain. Une grève de faim, je parle d'une grève de faim où on boit seulement. 10 000 personnes et on dit à Shimon Peres, tu voyages nulle part tant que tu n'as pas garanti avant ton voyage que tu retournes avec le garçon. Et que tu as plan à supplier. Pas dire j'ai demandé, pas dire j'ai fait une demande, supplier, pleurer. Sinon tu voyages nulle part. Le peuple ne te donne pas l'accord de partir. Toi tu étais Premier ministre ou second Premier ministre, vice-Premier ministre, pendant que Pollard il a été arrêté. Maintenant, 30 ans plus tard, tu arrêtes avec ton truc, tu voyages nulle part sans que tu promets pas son truc. Pour les 10 000 personnes, sans ça, ça ne peut pas faire. De dire qu'il c'est injuste, il restera jusqu'à son dernier jour. Alors, ça c'est mon avis. Et voilà, ça c'est un peu ce que j'ai expliqué. Pourquoi est-ce que les Américains ils sont si durs par rapport à Pollard? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas le libérer? Ils libèrent Montesquieu. C'est un symbole. Quand le président Roosevelt, il a vu Stephen Weiss en 1942, il a fait expliquer, vous êtes d'abord des Américains. C'est clair? Vous êtes d'abord des Américains. Vous n'allez pas me passer vers ici, la balagan ici, pour quelques Juifs qui vont à leur mort, parce que vous êtes d'abord des Américains. Cette attitude-là, c'est l'attitude du gouvernement américain, c'est l'attitude du CIA, c'est l'attitude de tout le Pentagone vis-à-vis les Juifs. Vous devez vous considérer d'abord des Américains. Et par conséquent, oui, Pollard, c'est un exemple que quelqu'un, il a, je ne vais pas parler maintenant, ça vous avez vu sur le truc, pourquoi il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Mais ça, c'est la raison pour laquelle il faut savoir supplier. Il faut savoir s'imaginer dans sa place. Il faut pouvoir dire que nous aussi, on peut avoir un trauma après que le monde a été silencieux. Alors même s'il a eu raison, il n'a pas eu raison, qu'Israël vraiment il avait d'être attaqué par des gaz des autres pays ou non, le fait que quelqu'un peut être assez sensible après qu'est-ce qui s'est passé à notre peuple, qu'il a donné ses renseignements en Israël. Mais nous, on ne voulait pas prendre la responsabilité de représenter l'âme de Pollard. Tout ce qu'on voulait dire, c'est injuste, c'est pas bien, c'est truc, mais on ne voulait pas rentrer dans son âme. On ne voulait pas avoir cette puissance de rentrer dans son âme et dire miséricorde, comprends quelque chose. Et par conséquent, pour les Américains, c'était très simple. Nous, on peut faire la justice comme on le veut, de la manière qu'on le veut, et on ne te demande pas votre avis sur notre système de justice. De la même manière que personne n'a demandé. Et comme on n'a pas pu supplier pour nos frères en Europe, on ne s'est pas supplié pour lui non plus. Et tout ce que j'essaie d'expliquer, c'est que des fois, une personne pareille, si c'est lui, si c'est Dreyfus, si c'est des personnes en Syrie, en Damas, c'est pour nous réveiller, pour avoir la clairvoyance au niveau de toute notre situation, et pas simplement vivre la vie ancienne. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer. Et si nous, on ne sait pas pleurer pour lui, si nous, on ne sait pas supplier pour lui, qu'on ne demande pas à quelqu'un d'autre qui pleure pour nous. Nous, on sait très bien accuser les autres. C'est tout ce qu'on sait faire d'ailleurs. On sait accuser les autres. Le jour de Shoah, les autres, ils sont accusés. Mais nous, on ne sait pas pour le pour nous. Moi, je ne dis pas là que les Américains, ils sont pas bien. Bien que je ne pense pas qu'ils sont bien. Mais ça, c'est pas mon problème. Eux, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, je dois faire qu'est-ce que moi, je dois faire. Et notre problème, c'est que nous, on aime accuser les autres. Les Américains, ils ne sont pas bien, ils sont antisémites, ils sont là, ils sont là. Au lieu de prendre la responsabilité pour nos émotions. Et nous, on ne sait pas prendre nos responsabilités pour nos émotions et faire quelque chose nous, on doit faire. Ouais. Sauf erreur de ma part, et vous me corrigez si je fais une faute, il me semble que notre responsabilité, c'est qu'on ne lui a pas ouvert les portes de l'ambassade au moment où il a pu revenir en Israël et redemander un droit d'asile qui était légitime. Est-ce que là-dessus, nous n'avons pas une grande part de responsabilité et qu'on a un tikkun à faire vis-à-vis de Jonathan Pollard qui a refusé à plusieurs reprises d'être un marchandage pour une paix qui n'aura jamais lieu.
et qui est en train de s'effondrer avec Oslo. Les raisons pour lesquelles on n'a pas ouvert l'ambassade, c'était à l'époque Yitzhak Shamir et Shimon Peres qui étaient responsables. Ils ont dit qu'il faut savoir sacrifier cet homme-là. C'est-à-dire, Shamir, à mon avis, même il a perdu les élections à cause de ça. Ça, c'est pas l'affaire. Ce que j'essaie de dire, c'est nous, on n'a pas compris qu'est-ce que Pollard voulait faire. Pollard ne voulait pas que nous, on souffre à cause d'une manque d'information, comme des juifs ont fait. Nous, on ne savait pas le représenter. Si on pouvait dire aux Américains, qu'est-ce que tu veux? Un homme, il sait qu'un autre homme va mourir à cause des gaz. Même s'il a faux, même s'il n'aurait pas dû le faire. Mais il n'a pas fait ça parce qu'il voulait du mal à quelqu'un. Il a vu ça, il s'en disait ça. Surtout, nous, on n'a pas su le représenter au niveau émotionnel. On n'a pas pu rentrer dans son âme et le représenter. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est parce que ça se demande une émotion. C'est très simple de dire, c'est injuste, 25 ans, c'est pas truc. Ça, c'est trop facile. Mais avec ça, tu ne vas pas le libérer. Tu dois rentrer et tu dois lutter. Chaque fois que le frère Pollard il a été réveillé avec le président des États-Unis, le président des États-Unis, il dit, viens, on passe à une autre affaire. Chaque fois, on passe à quelque chose d'autre. Jamais un premier ministre dit, non, je ne peux pas passer à une autre chose. Je dois continuer à parler là-dessus. C'est impossible, parce qu'il n'a pas la puissance d'âme de le faire. Et ça, c'est le problème. Parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce que c'est Pidjon Shvouir au niveau Nafsho, Kshura, Benafsho. Il ne comprend pas ce point-là. Tant que tu n'as pas compris Benafsho, Kshura, Benafsho, son âme liée à son âme, tu ne peux pas, tu peux rien faire. Ça, c'est tout la base. La base de libérer quelqu'un, c'est Nafsho, Kshura, Benafsho. Tant que tu n'as pas compris ça, il peut être injuste. Ce n'est pas à cause que c'est juste ou injuste, c'est seulement s'il y a l'émotion. L'émotion, il est vrai. Les faits ne sont pas vrais. Voilà, je dis jusqu'à ce point-là. Les faits que vous avez vus maintenant, ça, c'est pas la vérité. La seule vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aller, des personnes qui sont prêtes à aller, ça, c'est la vérité. Il y avait des questions pour Nicolas? Monsieur, je suis par rapport à... Vous avez Il est intervenu à cet égard plusieurs fois. J'ai fait une grève de faim de 100 jours là-dessus. J'ai organisé plusieurs grèves de faim. J'essaye maintenant de voir la possibilité d'organiser 10 000 personnes de faire une grève de faim avant le voyage de Pérez en France, aux États-Unis. Je ne sais pas si on va réussir ou non. C'est ce que je sais. C'est qu'est-ce qu'il doit faire si on veut le faire. Moins que ça, c'est même pas de quoi parler. Moins que 10 000 personnes qui font une grève de faim pendant au moins une semaine, ce n'est même pas la peine.